SAS et clause d'agrément. Agrément des actionnaires, présentation, agrément ou inaliénabilité, on va mettre les deux. On peut préciser, les statuts vont préciser les modalités du prix de rachat pour l'associé agréé à se retirer. Voyons ensuite la situation de l'héritier de l'associé décédé et nous terminerons par un exemple de statut sur la clause d'agrément. Présentation de l'agrément. Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Et seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession peuvent invoquer la clause d'agrément et non pas les autres. Pourquoi? Parce que bien toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément est nulle, comme pour la clause d'inaliénabilité. Et on va étendre l'agrément non seulement à la cession, mais aussi à l'acquisition de titres. Même pour ma pratique, même pour l'associé qui détient des titres, il faut qu'il soit agréé par moi, par exemple. Sauf décision contraire, par exemple. Donc, comparaison société pour les cessions de titres, pour les sociétés civiles en principe. Donc, est-ce que les cessions sont libres? Faut-il l'accord des associés? Et y a-t-il une liberté statutaire? Société civile, les cessions sont libres entre ascendants ou descendants du cédant, sauf clause contraire. Sinon, pour céder aux autres associés, eh bien, il faut l'unanimité des associés. Vous savez ce que je pense de l'unanimité. Pour les SARL, bien, les cessions sont libres entre associés en faveur de conjoints, ascendants, descendants et en cas de liquidation de biens entre époux, en cas de succession également. Il faut l'accord des associés, le tiers, pour céder à des tiers, donc autres que associés, conjoints, ascendants, eh bien, il faut réunir la majorité des 3/4 des parts sociales. Sachant que pour la SARL, une part égale une voix. De tout sauf clause contraire. Pour la société anonyme ou la société en commandite par action, c'est le principe des actions, les cessions sont libres. Sauf clause contraire, donc pour les tiers, on peut très bien limiter les cessions. Simplement, la clause qui limite les cessions est impossible en cas de succession, liquidation de la communauté en faveur du conjoint, ascendant et descendant. Pour la SAS, les cessions sont libres, sauf clause contraire. Donc on va mettre toutes les clauses contraires évidemment. Et on va faire en sorte que ce soit le dirigeant de l'entreprise qui décide, bien sûr, de la mise en œuvre des clauses. Ici, pour la SARL, c'est le détail. Donc, beaucoup d'inconvénients. Pour la société anonyme également, clause d'agrément possible, sauf en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial, cession, soit un ascendant ou un descendant. Et on a aussi une contrainte, d'ailleurs pour toutes les sociétés hormis la SAS, c'est l'obligation éventuellement de rachat par la société en cas de refus d'agrément et si aucun autre associé ne se porte acquéreur. La société a l'obligation de racheter les actions du retrayant. Pour la SAS, liberté statutaire. Donc ma pratique, c'est d'imposer l'agrément pour toute personne. La question est de savoir à quelle majorité est décidé l'agrément. Ça peut être dans les mains du président, par exemple. J'aime pas beaucoup, mais c'est possible. Pas d'obligation de rachat par la société si la clause est prévue par les statuts. Et voilà, la grande différence avec toutes les autres formes de société. Imaginez l'affaire, même un associé, un actionnaire est autorisé par en justice à se retirer.
Mince, moi je ne voulais pas, mais voilà. Bien, personne ne se porte acquéreur des titres de l'associé autorisé à se retirer. Pour toutes les autres formes de société, la société à ce moment-là a l'obligation de racheter les titres du retrayant. Eh bien non, pas pour la SAS. Donc, je mets tout ça dans les statuts pour aider le juge à comprendre. On peut également écarter le droit de repentir, qui est d'ordre public pour la société anonyme. On a vu, pour l'inaliénabilité, il convient de recueillir l'unanimité pour adopter ou modifier les clauses d'inaliénabilité spécifiques à la SAS et les clauses également d'exclusion pour changement de contrôle de la personne morale associée. Et ce sont les statuts qui va décider, ou à défaut des statuts, ça va être la collectivité des associés qui va adopter ou modifier les clauses d'agrément notamment et les clauses d'exclusion, de rachat forcé, dit aussi. Alors, agrément ou inaliénabilité. On va mettre les deux dans les statuts. À mon sens, l'inaliénabilité est très fort, mais il faut l'unanimité pour adopter ou modifier la clause en cours de vie sociale, ce qui peut être plus compliqué que de modifier la clause d'agrément, puisque ce sera fait par une décision dite collective. Je rappelle qu'il y a tout intérêt dans la SAS à écarter les AGO et les AGE. Voilà. Les décisions collectives sont librement déterminées dans les statuts de la SAS. Ça peut être, par exemple, toutes les décisions sont prises à la majorité des droits de vote de la société, ou des associés, si on veut un fonctionnement démocratique. En aucun cas, pour une clause d'inaliénabilité, l'associé ne peut céder une action. On a vu que la clause d'inaliénabilité spécifique à la SAS est d'une durée maximale de 10 ans. Et en cas de refus d'agrément, la société ou les autres actionnaires doivent-ils racheter les titres du retrayant? Oui, pour toutes les autres formes de société autres que la SAS. Voilà, l'obligation de racheter les titres du retrayant par la société, éventuellement avec réduction de capital. L'obligation de rachat s'applique-t-elle à la SAS? Eh bien voilà, les textes, les travaux parlementaires relatifs à la SAS disent que non, justement. Alors c'est passé à l'Assemblée, et puis après au Sénat. Le Sénat a voulu remodifier en disant non, l'obligation de rachat par la société, et c'est revenu auprès de l'Assemblée nationale qui m'a dit non. Voilà, cette disposition relève clairement des statuts de la SAS, spécificité à la SAS, et non de la loi. Donc je sais que certains organismes, dont on peut se poser la question de l'utilité, militent pour un changement afin d'imposer à la société l'obligation de racheter les titres. Bon, je ne cite pas l'organisme, mais pour le moment, voilà. Donc, vous voyez bien, allez, tu es autorisé par le juge à te retirer de la société, mais personne ne veut te racheter les titres. Ça m'étonnerait que l'associé va trouver un acquéreur potentiel, puisqu'il sera soumis à l'agrément. La CNCC dit oui, mais en fait, cette obligation de rachat, non, elle devrait être limitée à 10 ans. Ce n'est que l'avis de la CNCC. Et voici une jurisprudence de 2018. Voilà, refus de transmettre la question au Conseil constitutionnel, la question n'étant pas sérieuse. Boum. Qui conforte le fait que la SAS n'a pas l'obligation de racheter les titres du retrayant.
Donc dans les statuts, je vous invite à écarter l'obligation de rachat par la société. Modalité du prix de rachat en cas de refus d'agrément. Et la SAS, donc clause spécifique à la SAS, les statuts peuvent préciser les modalités du prix de cession des actions, notamment lorsque la société met en œuvre une clause introduite en application, d'agrément pour les cessions, d'exclusion d'un associé personne morale pour changement de contrôle. Bon, alors là, tout est possible, tout est imaginable. On rencontre cette possibilité, d'ailleurs, les modalités, cette différenciation des modalités du prix de rachat des titres, notamment dans les sociétés d'exercice libéral. Les titres n'ont pas les mêmes valeurs. Liberté statutaire pour préciser les modalités du prix de rachat. Et action de préférence, on peut prévoir des catégories d'actions rachetables et d'autres non rachetables. Et on peut même prévoir dans les statuts une prime de rachat pour les actions rachetables. Vous vous rendez compte? On peut créer quand même des sacrées inégalités. Et en ce qui concerne l'ensemble des sociétés, à défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843.4 du Code civil. Et que dit le 1843.4 du Code civil? Eh bien, à ce moment-là, soit le prix est précisé dans les statuts, soit il ne l'est pas. Et s'il ne l'est pas, eh bien, c'est l'expert désigné par le juge qui a le tout pouvoir pour déterminer la valeur des titres rachetés, notamment. Donc là aussi, à prévoir impérativement dans les statuts les modalités du prix de rachat, notamment des titres. Ou en cas d'exclusion, vous voyez. On peut faire des différences. En cas d'exclusion, c'est tel prix. D'ailleurs, la SAS l'autorise. Jurisprudence, donc la clause des statuts ou d'impact extra-statutaire qui fixe par avance la valeur des parts ou des actions rachetables peut prévaloir sur la règle légale. Rien n'interdit à une société d'exercice libéral par action simplifiée d'adopter des dispositions statutaires qui prévoient notamment la détermination de la valeur des parts à leur valeur nominale. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait réservé aux sociétés d'exercice libéral. Mais imaginez une clause, par exemple, la valeur des actions est déterminée de telle manière, ça peut être la valeur patrimoniale ou une valeur mathématique, par exemple, sauf en cas, notamment, de rachat ou en cas d'exclusion. En cas d'exclusion, la valeur de l'action est la valeur nominale et non pas la valeur vénale. Oui, ça peut être dur quand même. Quelles sont les conséquences fiscales du rachat à un prix sous-estimé? On n'a pas de jurisprudence ni de doctrine, parce que bien souvent on pose la question, oui, M. Royal, fiscalement, comment ça va être traité? La clause n'est pas critiquable au plan civil. Si l'administration fiscale, par exemple, vient voir l'associé exclu en disant « mais attendez, on vous a racheté les titres à la valeur nominale, moi j'estime que la valeur du titre, ça vaut 10 fois plus et je vous impose sur la plus-value », mais attendons de voir ce que dira la jurisprudence. Pour l'instant, il n'y a pas de décision. Voilà. Et sinon, l'administration fiscale devra démontrer éventuellement l'intention libérale de la clause pour minoration ou majoration du prix, notamment. Quelle est la situation de l'héritier de l'associé décédé? Eh bien, dès lors qu'il n'a pas été agréé, l'héritier n'a pas le droit de participer aux décisions collectives. L'héritier n'a pas la qualité d'associé, ni le droit de vote, tant qu'il n'a pas été agréé. Il a le droit aux dividendes. Voilà, la valeur patrimoniale lui revient, il conserve la vocation au bénéfice jusqu'au remboursement des parts.
n'a pas le droit, donc il a vocation au bénéfice, mais il n'est pas associé, donc il n'a pas droit au dividende. J'ai dit une bêtise. Hein. Et en cas de refus d'agrément, si la société n'a pas acquis les titres dans le délai imparti, l'héritier acquiert la qualité d'associé à l'expiration du délai sans rétroactivité. Inaliénabilité, agrément, et on a vu que si jamais on avait une vente des actions inaliénables ou sans l'agrément, eh bien, ça conduit à la nullité de la cession des actions. La violation d'une clause d'agrément d'inaliénabilité entraîne la nullité de la cession d'actions. Et la nullité de la cession d'actions ne s'applique pas à la cession forcée qui résulte de l'exclusion d'un associé. Jurisprudence très récente. Et un exemple de rédaction statutaire. Toute transmission d'actions ou de droits est soumise à l'agrément par décision de, si vous voulez être démocratique, par la collectivité des associés. Ou sinon à la majorité des droits de vote, par exemple. L'agrément vise le cédant et le cessionnaire. Vous voyez, j'étends la clause d'agrément. Toutefois, sont dispensés d'agrément bien les transmissions décidées, réalisées par le fondateur de la société, par exemple. Le rachat de titres par la société. L'exclusion d'un actionnaire, également, est dispensée d'agrément. Et on va compléter par quelle est la procédure à suivre. Prix, détermination du prix, toutes les actions ont la même valeur. On me dit souvent, mais attendez, M. Royal, vous avez mis des actions de préférence qui donnent un droit financier renforcé, elles valent beaucoup plus cher que les actions ordinaires. Donc, pour faire échec à cette prétention-là, et notamment l'administration fiscale pourra également le revendiquer, eh bien, j'écris dans les statuts que toutes les actions, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, ont toutes les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce que toutes les préférences s'éteignent au moment de la transmission. Donc elles ont bien la même valeur. La valeur vénale, vous n'allez pas payer une action 100 fois plus chère alors qu'elle devient ordinaire au moment où vous l'achetez quand même. Hein. Le prix de rachat des titres est égal, voilà, on peut compléter.